Ça faisait moderne, hein, le lancement en anglais, vraiment, t'es à tout péter, Yann. Je vais vous parler d'ailleurs d'une maladie qui, elle aussi, peut tout péter. La maladie de Lyme, avec une tique, les problèmes peuvent être monstrueux. N'est-ce pas, mon ami Johan? Et oui, maladie de Lyme aujourd'hui dans notre dossier, parce que c'est une maladie, comme tu le disais, qui est très répandue, en tout cas qu'on diagnostique de plus en plus. C'est une maladie aux conséquences énormes, gravissimes, et dont on ne connaît pas encore tous les tenants et les aboutissants. Mais pour en parler, eh bien, parce que je voulais aller un petit peu plus loin et essayer de comprendre ce qu'il en était, on va recevoir Sophie Dubé. C'est-à-dire qu'on la reçoit, elle est déjà là. Et oui, mais c'est une façon de parler, tu sais très bien. Elle est avec nous, la Sophie. Elle est avec nous, la Sophie, avec plein de petites bestioles dans des bocaux. On va regarder ça, on va essayer de comprendre ce que c'est. Alors, on le disait, parce que je me suis un peu renseigné, c'est quand même 70 000 personnes à peu près contaminées en France. Mais après, ça reste, enfin, c'est un truc énorme. On va comprendre tout ça avec un petit... C'est quoi donc, bien sûr. Regardons ça avant d'entamer ton gros dossier, Yo-Yo. Oui, enfin bon, c'est vrai qu'on a plutôt envie de se promener en short, en t-shirt léger ou même torse nu en plein été dans la forêt. On verra que c'est une réponse, mais c'est évidemment pas l'unique réponse de se couvrir, parce que sinon, ce serait très simple, on se couvre tout le temps, bon, même si c'est désagréable, et on pourrait éviter cette maladie. Alors, ça va bien au-delà de cela, et c'est pour ça que Sophie Dubé, qui est présidente de l'association Orne-Lyme, nous a rejoint sur le plateau pour qu'on parle évidemment de cette maladie. On va peut-être quand même... pour planter le décor, évoquer cette maladie. Donc une maladie très complexe, et on l'entendait, qui est transmise par une tique. On regarde peut-être, Sophie, d'abord, parce que les tiques, on les voit toujours en gros, et vous nous avez fait la gentillesse de nous en apporter quelques exemplaires. Voilà, une tique, ça peut être de la taille, vous voyez, elle est juste au-dessus de mon doigt. Mais je suis pas sûr que ça passe à l'image. Essaye de l'incliner un petit peu pour qu'on voit. Le tout petit point qu'il y avait au-dessus de mon doigt, c'est-à-dire un tout petit point noir. C'est-à-dire que c'est un tout petit point noir, ça correspond à un point noir sur le visage, quoi. Voilà, exactement. C'est on ne le voit pas à l'image parce que c'est trop lumineux. Et ça peut nous transmettre. Ça peut nous donner la maladie de Lyme, oui. Alors, par contre, ce que j'ai pas bien compris, ni dans le C'est quoi donc, ni en cherchant sur Internet, c'est qu'est-ce que ça fait concrètement? Alors, qu'est-ce que ça fait quoi? La maladie, tu veux dire? Bah oui. Alors, on va commencer, si tu veux, par qu'est-ce que ça fait? Quels sont les symptômes de la maladie de Lyme? Qu'est-ce que ça entraîne comme conséquence lorsqu'on est porteur de cette maladie, Sophie Dubé? Alors, une des difficultés, justement, c'est que ce sont des symptômes qui sont très variés, qui touchent à peu près tous les organes du corps, mais qui ne sont pas non plus spécifiques de la maladie de Lyme. C'est-à-dire que pratiquement tous les symptômes que vous avez peuvent être dus à autre chose que la maladie de Lyme. Donc, on va avoir des symptômes douloureux. Donc ça peut être des douleurs articulaires, musculaires, tendineuses, et ça peut être des maux de tête, ça peut être des maux de ventre, ça peut être des douleurs dans les cervicales, enfin toutes sortes de douleurs partout. On va avoir des problèmes neurologiques, par exemple ce qu'on appelle des paresthésies, c'est-à-dire des sensations bizarres, des fourmillements, des engourdissements. Ça peut aller jusqu'à des paralysies. Il y en a des gens qui sont totalement paralysés avec une maladie de Lyme. Juste avec un petit tic-lac, hop, on peut finir paralysé. Oui, on peut être paralysé. Et puis il y a des problèmes cognitifs, genre perte de mémoire, difficulté à se concentrer, et donc quand il y a des gens qui pensent qu'ils font de l'Alzheimer, et en fait c'est une maladie de Lyme. Donc c'est extrêmement variable, et il y a la fatigue. J'ai oublié la chose qui revient tout le temps, c'est une fatigue chronique, inexpliquée, et vous êtes fatigué quoi que vous fassiez, c'est-à-dire vous avez beau vous reposer et vous reposer et vous reposer, prendre de la vitamine C, fatigué, voilà, c'est une fatigue chronique. Donc ça c'est vraiment les trois aspects, la fatigue, les douleurs et les difficultés cognitives qu'on retrouve dans un Lyme qui a évolué depuis assez longtemps. Alors, au tout début de l'infection, lorsque vous venez d'être piqué par la tique, à peu près comme ils disent dans les 30 jours qui suivent, vous pouvez avoir une rougeur à l'endroit. Oui, mais ça, c'est pas obligatoire. Non, si on l'a pas, c'est encore plus dur. Ça, c'est une chance, Sophie Dubé. Oui, si on a l'érythème, c'est super. Ce qu'on appelle l'érythème migrant, c'est-à-dire une petite rougeur et puis qui va grossir. Finalement, ça, si on a ça, quelque part, on sait que potentiellement, on peut avoir la maladie. Et il faut agir. On l'est pas seulement potentiellement, c'est ce qu'on appelle en médecine un signe pathognomonique. Je sais que vous m'avez dit pas de mots compliqués, mais ça veut dire en gros, si vous avez l'érythème migrant, vous avez la maladie de Lyme sans aucune discussion possible. Ah, donc si on a ce qu'on a vu, on le sait quoi, dans l'espèce de tache rouge avec une autre tache autour, là. Alors, on n'a pas besoin d'avoir les deux anneaux concentriques, hein. C'est une rougeur qui prend naissance à l'endroit où la tique a piqué et qui grandit tout en pâlissant au centre. Parfois, ça donne des doubles anneaux, mais c'est pas toujours le cas, hein. Et à partir du moment où ça atteint la taille de 4-5 cm de diamètre, ça suffit à faire le diagnostic de maladie de Lyme. On va répondre tout de suite à cette question. Si vous identifiez un érythème migrant, voilà, cette tache rouge, on a vu sur l'image, la réponse systématique et directe, c'est le médecin. Avec quel type de traitement, Sophie? Alors, un traitement antibiotique, actuellement, ce qui est préconisé, c'est 2 semaines de doxycycline.
Et ce qu'il faut savoir, qui est très important de dire, contrairement malheureusement à ce qu'il y avait dans le petit séquadon, c'est qu'il n'y a pas lieu de faire un test quand on a l'érythème migrant. Comme j'ai dit, vous avez l'érythème migrant, vous avez la maladie de Lyme. Donc on doit vous soigner tout de suite, d'autant plus que les tests en question sont des tests sérologiques et qui nécessite un certain nombre de semaines avant de se positiver. Donc, si vous faites le test tout de suite, quand vous venez d'être contaminé, vous n'aurez rien. Et surtout, voilà, si le médecin vous dit, on va attendre les résultats du test, dites-lui non, allez voir un autre médecin, parce que, en fait, ce sont les recommandations officielles, Haute Autorité de Santé, c'est pas moi qui invente. En cas d'érythème migrant, c'est traitement systématique et immédiat. Et on est sauvé Eh bien, ça serait beau. Dans le meilleur des mondes, oui, peut-être. Si vous avez la chance d'avoir un système immunitaire en bonne santé, si c'est votre première contamination, etc., oui, je pense qu'il y a des gens qui s'en sortent bien. Après, c'est sûr que ça suffit pas pour un certain nombre de personnes. Il y a des gens pour qui 2 semaines de doxycycline ne vont pas suffire à les sortir de la difficulté, de la maladie. Et c'est là où on arrive dans la polémique médicale et scientifique, parce que moi, je suis représentante d'une association de patients, de malades de Lyme. Je pense pas qu'il existe d'association de malades de la grippe ou de malades de la rougeole. S'il y a des associations de malades, c'est que la maladie, elle dure. Sinon, on ne crée pas une association pour une maladie qui dure pas. Le simple fait qu'il existe en France des dizaines d'associations de malades de Lyme, nationales ou locales, montre bien qu'il y a un problème avec la maladie de Lyme. Et quand vous arrivez dans la phase chronique de la maladie, c'est là où rien ne va plus, on va dire, parce que au niveau médical, les gens sont divisés. Et vous avez de fortes chances de tomber sur un médecin qui n'est pas au courant de toutes les difficultés et qui finalement ne saura pas comment vous prendre en charge. Ça veut dire 2 choses. La première, c'est si votre médecin refuse de vous prescrire des antibiotiques lorsque vous avez cet érythème migrant, faut changer. Il faut tout simplement aller voir un autre médecin parce qu'on ne peut pas prendre ce risque. Deuxième question que je vous pose, Sophie, deuxième point dans cette partie, est-ce que lorsque je me suis fait mordre par une tique, je vais automatiquement développer la maladie de Lyme? Non, parce que la tique, en fait, vous transmet ou pas des agents infectieux. J'aimerais bien, là, puisqu'on va profiter de l'occasion pour dire que la maladie de Lyme n'est qu'une de 30 maladies transmises par les tiques. Donc, on préférerait parler de maladie vectorielle à tique plutôt que de simplement maladie de Lyme, sachant que si vous n'avez pas attrapé Lyme, vous avez peut-être attrapé une des 30 autres, des 29 autres. Hein. C'est génial, les tiques, en fait. Oui. Cela dit, il y en a qui ne sont pas porteuses de pathogènes. Et à ce moment-là, si la tique n'était pas porteuse de pathogènes, elle ne peut pas vous en transmettre. Deuxièmement, ça dépend aussi du temps pendant lequel la tique reste accrochée. Parce que plus elle reste accrochée longtemps, alors la tique se nourrit, donc elle aspire du sang, mais elle sécrète aussi de la salive, elle vous injecte de la salive. Et c'est dans la salive que se trouvent les agents pathogènes. Et donc, plus ce processus va durer longtemps, il ne faut pas croire non plus qu'une contamination, si on vous injecte une bactérie, en fait, on vous en injecte des centaines, voire des milliers. Plus il y en a, plus votre système immunitaire va avoir du mal à faire face. Donc, plus la tique reste accrochée longtemps, plus elle vous en injecte, plus c'est dangereux. C'est pour ça que il faut l'enlever le plus vite possible. Justement, vous êtes venu avec un tir-tic, ce qu'on appelle un tir-tic, parce qu'il y a aussi une méthode. On préconise, le ministère de la Santé préconise une façon d'enlever la tique. C'est-à-dire, il faudrait. Mais déjà, est-ce qu'on la sent, la tique, excusez-moi, mais moi, non, tu n'es pas forcément obligé de la sentir. Ça peut créer quand même une démangeaison. Et si ça crée une démangeaison, tant mieux. Vous avez la chance. Tu dis, ah bah tiens, qu'est-ce qui se passe? Et tu vois une petite tique. Mais potentiellement. Sinon, on ne le sait pas. On ne voit pas. Alors, on va reprendre si tu veux, effectivement. Si tu rentres d'une balade en forêt, à la campagne, etc., et si tu as des enfants, inspection des enfants le soir avant la douche, automatique. T'as vu la taille que ça fait? Ah ben oui. Je vais les inspecter, mais je fais quoi? Je fais Sherlock Holmes avec une loupe et je regarde partout? Oui. Idéalement, oui. Et en plus, dans les plis, ça se met dans les plis. Donc, derrière le genou, le coude, le pli des fesses, par exemple, ça va se cacher là. Et ensuite, la technique, on évite de les arracher, on prend ce tir-tic et Sophie va nous fait voir peut-être comment il faut faire. Parce que là, il faut qu'on voit bien l'image, je sais pas si on voit bien. Donc en fait, on va glisser. On va essayer de bien glisser, bien montrer comme ça. J'ai pris des petites épingles avec des têtes rondes, donc on va glisser le tir-tic comme ça à la base de la tique, et puis on va tourner 1 ou 2 tours. Ah, on tourne comme une vis en fait. Voilà. Alors, par contre, on n'a pas besoin de tourner dans un sens ou dans un autre. Hein. C'est une légende, ça, qu'il faut tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Il suffit de tourner, mais parce qu'en fait... Pourquoi on la tourne? Eh ben parce que le rostre de la tique a des espèces... Le rostre, c'est les petits...
plante dans la peau, en fait. Ah, quelle C'est ce qui horreur. va se planter dans... C'est comme un harpon. Vous avez Voilà. déjà vu un harpon? Non. Ah bah oui, mais enfin, ça fait pas rêver d'imaginer qu'on a un harpon dans le corps, ma pauvre. Voilà. Et ben le harpon, en fait, il a des dents qui sont recourbées vers l'arrière. Si vous tirez, ça ne fait que s'accrocher de plus en plus fort. Ce qui va se passer si vous tirez, c'est que vous allez casser le rostre. Il va rester dans la peau, ce qui n'est jamais très bon d'avoir un corps étranger, surtout si c'est une tique contaminée qui va rester dans la peau plus longtemps. En tournant, vous couchez les dents du harpon, et c'est pour ça qu'on va pouvoir l'enlever facilement. Donc mais ça marche très très bien. Préconisation très importante. Et vous achetez ça en pharmacie, hein, ça coûte... Ça, plutôt qu'une pince à épiler, par Ah exemple. oui, voilà, parce que pince à épiler, tu vas arracher le corps, mais la tête va rester plantée dans quelle la horreur. peau. C'est Donc alien, il faut ton truc. éviter. Et il faut éviter aussi de mettre des produits type éther, parce que sinon, cette fameuse salive, la tique va déglutir, je ne sais pas trop, enfin, elle va expirer, et en expirant, elle va cracher cette salive, et là, tu risques plus de contamination. Et autre chose qu'il faut savoir, parce que si avant, évidemment, c'était cantonné dans les campagnes, aujourd'hui, des tiques, il y en a partout. Ah, mais même en c'est ville. pour ça qu'il y en a plus qu'avant, parce que j'étais en train de me demander, mais attends, comment ça se fait qu'il y ait plus de malades qu'avant? Parce que le nombre de tiques, j'imagine pas qu'il y ait Alors, une on prolifération. dit pas qu'il y ait plus, extraordinaire. on va pas dire qu'il y a plus de malades. Il y a peut-être plus de diagnostics. En revanche, ce qui est vrai, c'est que, et Sophie va préciser, on les trouve maintenant partout. Alors ça, les causes, c'est un peu plus compliqué à élaborer. Pourquoi maintenant elles sont en ville aussi, les tiques? Bah ça fait l'objet justement de recherches et d'hypothèses. Pourquoi effectivement les tiques sont sorties des forêts et on les trouve maintenant dans les jardins des villes, on les trouve un peu partout. Et on a tellement perturbé les écosystèmes, je veux dire qu'on a vraiment mis le bazar dans la nature. Hein. Donc, est-ce que c'est la modification des agroécosystèmes? Est-ce que c'est autre chose? Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit les tiques dans les milieux urbains, dans les petits jardins de ville. Avant, c'était plutôt contenus dans les forêts. Donner un petit exemple. Ma fille, nous habitons en ville, ma fille, en allant à la cantine, de son école à la cantine, elle a passé les mains comme ça dans des petites plantes qui animent, des petits massifs qui embellissent nos villes. Elle est revenue, elle avait une tique qui s'était plantée dans la main. Donc, voilà, attention, les préconisations de dire quand vous sortez, soyez couverts de la tête aux pieds, c'était peut-être vrai avant. Aujourd'hui, chez vous, comme Sophie, peut-être vous avez peut-être un petit jardin, vous jardinez, etc. Alors, comment on fait, Sophie, justement, parce qu'on ne peut pas les éviter? Qu'est-ce que vous préconisez? Quel conseil vous nous donnez? Alors moi, je pense effectivement les conseils de prévention qui sont donnés par le ministère, c'est un petit peu pour se donner bonne conscience. Et d'une certaine façon, ça dit même aux malades, si vous avez attrapé Lyme, c'est bien de votre faute, parce que vous n'avez pas suivi les recommandations. Donc moi, je trouve qu'il faut sortir un petit peu de ça. Visiblement, c'est compliqué d'éviter une bestiole comme ça. C'est ce que dit Sophie, hein, effectivement. C'est justement ce que je dis, c'est que c'est pas de notre faute si on est contaminé, parce que quelles que soient les précautions qu'on prenne, moi j'ai des gens qui m'appellent, qui me disent je fais tout bien, je mets bien les chaussettes par-dessus le pantalon, je me mets du répulsif, et malgré tout, je suis revenue de balade, j'en avais. Donc de toute façon, on est forcément tous sujets à être piqués et éventuellement contaminés. Donc nous, ce qu'on demande de toute façon en tant qu'association de malades, c'est qu'il y ait de la vraie recherche de fait sur les modes effectivement de développement de la maladie, parce que tous les gens qui sont contaminés ne développent pas forcément les mêmes symptômes. Certains même s'en sortent apparemment tout seuls, sont capables, leur système immunitaire est capable de venir à bout de la bactérie, et d'autres tombent dans des formes sévères avec des paralysies et deviennent gravement handicapés. Donc qu'il y ait de la recherche qui soit faite justement sur la manière dont la bactérie se développe dans le corps, et puis aussi et surtout sur les protocoles pour nous soigner. Parce qu'actuellement, quand on a la chance d'avoir un médecin qui sait que c'est une maladie compliquée, qui peut durer longtemps et qui croit dans nos symptômes et qui sait qu'on n'est pas juste des hystériques ou des cinglés, il cherche le meilleur protocole, mais pour l'instant, il doit se fier à son instinct et essayer des choses. En fait, on est des cobayes. En fait, on est des cobayes pour nos propres médecins, parce que il n'y a pas de protocole qui soit démontré. Donc, il faut qu'il y ait des vrais protocoles de recherche sur le Lyme chronique. Et avant de pouvoir faire ces protocoles de recherche, il va peut-être falloir qu'une fois pour toutes, le monde médical accepte dans son ensemble qu'il existe un Lyme chronique. Un Lyme chronique. Et qui n'est pas le cas actuellement. On le dit peut-être en guise de conclusion, conférence débat. Vous organisez une conférence débat le 17 octobre, prenez date, sur la maladie de Lyme, au forum de Flers, dans l'Orne, parce que c'est vrai que vous êtes très actif dans l'Orne avec cette association, avec toutes les questions auxquelles potentiellement vous n'avez pas de réponse aujourd'hui. Vous allez rencontrer un professeur, vous allez rencontrer Sophie Dubé, et vous allez pouvoir poser toutes ces questions. Il y a peut-être des gens qui ont des doutes, qui ne savent pas exactement, et peut-être qu'on a éveillé des consciences ce matin. Exactement. Et que les gens n'hésitent pas à contacter les associations de malades, donc dans la région c'est surtout nous, mais et comment on fait pour vous contacter? Eh ben par téléphone ou par mail. Donc je pense que vous pouvez passer les coordonnées à l'écran. Ça y est, on les met à l'écran. On les a. Voilà. Même si vous n'êtes pas de l'Orne, on précise. Oui, tout à fait, parce qu'en toute fait, la Normandie peut contacter.
Tous les départements qui touchent l'Orne, tant qu'il n'y aura pas d'association dans les autres départements, Voilà. on est là. Vous serez Voilà, là, on la est là. référence. Merci Génial, beaucoup, merci Sophie. beaucoup Sophie d'être venue. Merci Yo, si vous aussi vous avez des questions sur cette maladie, sur d'autres maladies, sur tout ce qui vous passe par la tête, n'hésitez pas à nous appeler au 0805 383 383, ça nous donnera peut-être des idées de dossiers, comme ce matin, on a pu parler de Sophie. Envoyez-nous aussi un email à ensemble-normandie@francetv.fr ou bien contactez-nous sur le groupe Facebook de l'émission Ensemble c'est mieux ou aussi sur la page Facebook France 3 Normandie. Bien sûr, n'hésitez pas à nous poser des questions.